Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Merci de votre fidélité. Nous vous emmenons aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, et ce, afin de terminer l'année en beauté, à la découverte du monastère de Dakpo Dratsang, en Inde. Avant de découvrir comment s'y transmet la tradition tibétaine, je vous propose de voir aujourd'hui l'histoire de ce monastère à l'initiative du vénérable Dakpo Rinpoche. Partons à la rencontre de l'architecte, de l'historien et des moines qui partagent depuis 2005, date de sa création, cet héritage venu du toit du monde. Une fois par an, le vénérable Dakpo Rinpoche vient à Caïs. Il rend visite aux moines de Dakpo Dratsang. Et quand j'arrive à Dakpo Dratsang ici à Caïs en Inde, je vois la concrétisation de notre espoir et de longues années de réflexion et d'efforts afin de réimplanter le monastère et sa communauté ici. Pour nous, c'est extrêmement important pour la pérennité de la tradition. Plusieurs faits convergent et vont sceller le sort du monastère dans la vallée de Kulu. C'est ici que s'établit en 2005 le monastère de Dakpo Dratsang. Avant de venir à Caïs, le monastère était implanté à Mainpat et l'endroit était très bien, mais présentait un certain nombre d'inconvénients. Premièrement, il y avait beaucoup de cas de paludisme et beaucoup de moines en sont morts. C'était une région infestée de moustiques. Deuxièmement, sur le plan politique, c'était une zone difficile d'accès et il fallait obtenir des permis spéciaux pour y accéder. Et chaque fois, c'était très compliqué. De plus, c'était loin et l'accès était difficile. Le transport était compliqué. Donc, pour toutes ces raisons, il était difficile de rester à Mainpat. On en a discuté à plusieurs. Le moine Lochola, un assistant choisi par sa sainteté ainsi que d'autres personnes, sont venus pour faire une prospection dans la vallée de Kulu. Ils ont présenté plusieurs lieux d'implantation éventuels. Après analyse, c'est le lieu de Caïs qui s'est imposé à nous. À la demande du vénérable Dakpo Rinpoche, Lochola part en France en 1997. Il devient l'interlocuteur privilégié du projet. De retour dans la région, il s'entoure de quelques collaborateurs. Je suis Lobsang Gelek. Je suis de Kipa, dans la région du Piti. J'ai été moine puis commerçant. Je connaissais bien Lochola. Nous avions le même professeur. C'est lui qui m'a introduit auprès d'autres personnes. Il y avait le vénérable lama Lochen Rinpoche et 3 autres qui venaient de France. C'est ainsi que j'ai pris part à la recherche d'un lieu pour implanter le monastère. Dès 1999, l'équipe arpente la vallée de Kulu que la rivière Bess parcourt depuis les contreforts de l'Himalaya. L'année suivante, le vénérable Dakpo Rinpoche est venu. Je l'ai accompagné sur tous les lieux qu'on avait repérés, notamment avec un camarade,
Pemala. Nous sommes allés à Kulu, à Shimla, la capitale. J'ai eu l'occasion d'être avec lui tout ce temps-là. J'ai eu beaucoup de chance de le servir et c'était une sensation extraordinaire. Par la suite, le vénérable Dakpo Rinpoche a fait une divination. Il a souhaité s'en remettre au Bouddha afin de choisir parmi les 11 terrains que nous avions trouvés. Dakpo Rinpoche et Lochen Rinpoche ont tissé une forte complicité. Sur le chantier, il s'impose comme le véritable maître d'ouvrage. Le projet prend alors forme dans la chaleur et la poussière, le froid et la neige. En fait, tous les travaux de construction se sont plutôt bien passés sans difficulté majeure. Une fois, une personne s'est blessée sans gravité, donc on s'en est bien sorti. Il a fait beau pendant toute la période de construction. Il pleuvait ailleurs, il pleuvait plus haut, il pleuvait plus bas, mais pendant que nous construisions, il ne pleuvait pas trop. À tel point que les voisins pensaient que nous faisions des prières ou des rituels spéciaux pour empêcher la pluie de tomber. Les agriculteurs du coin commençaient à s'inquiéter en se demandant si les moines viennent s'installer dans le coin et empêchent la pluie de tomber, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous n'avions rien fait de spécial du tout. Je m'appelle Tenzin Sonam. Je suis devenu moine à l'âge de 9 ans. J'ai étudié au monastère jusqu'à l'âge de 15 ans. En 2001, nous avons commencé les travaux de construction de Dakpo Datsan, ici, à Caïs. Il y a peu, Tenzin Sonam et Karun Kumbera ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, Tenzin, acteur et témoin privilégié de la naissance du monastère, partage ses souvenirs avec l'architecte actuel. C'est la route par laquelle on entre dans le monastère. Oui, c'est celle qu'on emprunte. Là, c'est moi sur le chantier. Vous n'avez pas terminé ce bâtiment? Pourquoi? Oui, mais en fait, voilà ce qui s'est passé. Rinpoche devait nous rendre visite et on a dû s'organiser rapidement. Sous une pluie battante, la route qui va de Caïs à Manali nous guide vers l'agence du maître d'œuvre du monastère, l'architecte Duni Chand. Une première rencontre entre Karun Kumbera et l'auteur du projet. Mon nom est Duni Chand. J'ai eu l'opportunité de concevoir l'ensemble des bâtiments du monastère de Dakpo Datsang de Caïs. Ce fut une grande chance pour moi. Et je pense que c'est devenu un beau projet. Voici l'élévation frontale du monastère. Ce dessin est fait à la main. Le bâtiment principal et les annexes. Et voici le plan au sol. L'entrée principale et les annexes. En ce qui concerne l'entrée, par exemple? Oui, effectivement, l'entrée se situe maintenant au centre et plus sur les côtés. Le vénérable Dakpo Rinpoche a été l'acteur principal tout au long du projet. Il nous a orientés sur ce qu'il voulait. Il nous a informés sur le nombre de moines au sein du monastère, le nombre de classes, les cuisines, les entrées, tout. Sans son aide, je n'aurais rien pu dessiner. Il nous a assuré de tout son soutien. C'est grâce à lui que nous avons pu mener à bien le projet.
mai 2005. Après 4 années de travaux, le monastère est enfin inauguré, en présence de sa sainteté, le Dalai Lama. Pour Gyaltsen Sangye, étudier au Tibet était impossible. En 1997, il prend la fuite pour l'Inde. Il est aujourd'hui historien du monastère. Effectivement, je suis l'auteur de ces 2 tomes. Bien sûr, le vénérable Dakpo Rinpoche avait déjà écrit un livre sur l'histoire du monastère. Mais, par faute de temps, ce livre était assez résumé. Et j'ai pensé qu'il serait nécessaire d'en écrire un complément. Je suis rentré très jeune au monastère. Et parce que les anciens m'ont raconté de nombreuses histoires sur le monastère, je m'en suis senti dépositaire. J'ai pensé que je devais les écrire. Ce livre permet de faire un pont entre les différentes générations, l'ancienne et la nouvelle. Les jeunes qui sont aujourd'hui dans le monastère doivent connaître son histoire et son héritage. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que depuis que je suis petit, le monastère m'a été extrêmement bénéfique. Le monastère m'a nourri, m'a permis d'étudier, de progresser, d'avoir un toit. Et il m'a semblé nécessaire de faire quelque chose en retour qui soit utile et bénéfique. C'est une façon de reconnaître cette bienveillance. En août 1959, le vénérable Dakpo Rinpoche et Geshe-la fuient le Tibet et arrivent à Missamari. Puis, fuyant la chaleur, ils s'installent à Kalimpong. Ensuite, ils se rendent à Mussoorie, où ils rencontrent sa sainteté le Dalai Lama et ses 2 tuteurs. Au cours d'un entretien privé, sa sainteté le Dalai Lama prodigue des conseils au vénérable Dakpo Rinpoche à propos de la nouvelle situation. C'est ainsi qu'en 1960, suivant ces conseils, le vénérable Dakpo Rinpoche se rend en Europe et en France. Depuis 2005, le monastère de Dakpo Datsang cultive son histoire avec une aspiration, celle de partager un héritage venu du toit du monde. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture. Tout d'abord, Le Lama venu du Tibet, l'autobiographie de Dakpo Rinpoche, publiée chez Grasset, en collaboration avec Jean-Philippe Caudron. Vous retrouverez le parcours de ce maître tibétain depuis le Tibet des années 30 jusqu'au Paris d'aujourd'hui, à travers sa formation dans les monastères d'Asie, sa fuite du Tibet en 1959 et son arrivée en France. J'ai connu le Tibet libre, de Thupten Phuntsog aux éditions Grasset, un livre écrit là aussi avec la collaboration de Jean-Philippe Caudron. Et enfin, Le Dalai Lama, une vie, de Mayank Chaya, publié aux Presses du Châtelet. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous retrouvons avec joie dimanche prochain pour la suite de ce magnifique documentaire. Très belle journée à tous.